Bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous retrouver pour une discussion hors du commun puisque nous avons réuni ce soir 6 responsables politiques des partis représentés au Bundestag, au Parlement allemand, pour discuter des élections législatives qui auront lieu le 26 septembre, des élections marquées par un suspense énorme cette année, avec également, bien entendu, une césure historique avec le départ d'Angela Merkel. Alors, je vous présente nos 6 invités dans l'ordre alphabétique, il faut en choisir un. Nicolas Beer. Nicolas Beer, merci d'être avec nous, bonsoir. Vous êtes vice-présidente du Parlement européen depuis la dernière élection en 2019. Votre fibre franco-allemande vient aussi du fait que vous avez passé un baccalauréat franco-allemand dans votre ville, Francfort. Vous avez fait carrière également d'abord en Hesse en étant ministre de cette région au centre du pays. Vous avez été également député au Bundestag entre 2017 et 2019, avant donc d'être élu, je le disais à l'instant, au Parlement européen. Vous avez été également secrétaire général de votre parti, le FDP, le Parti libéral, entre 2013 et 2019. Bienvenue à vous. Nous avons une Merci. deuxième députée européenne, Hildegard Bentele. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes berlinoise. Vous avez d'abord travaillé comme diplomate. Vos études vous ont emmené en France, à Sciences Po, si je ne m'abuse, Oui, à Paris. à Paris, voilà. Vous êtes comme Madame Baird, députée européenne depuis la dernière élection, depuis 2019. Ça a été votre 4e tentative et c'était donc la bonne. Et vous avez, à part vos fonctions de diplomate, vous avez également siégé au Parlement de Berlin, qui sera également renouvelé le 26 septembre entre 2011 et 2019, donc date à laquelle, encore une fois, vous avez intégré le Parlement européen. Daniel Freund est notre troisième, voilà, il lève la main, bonsoir. Il est le troisième député européen qui est originaire d'Aix-la-Chapelle, voilà, un pays, une ville évidemment extrêmement européenne. On a signé le traité du même nom il n'y a pas très longtemps, on en reparlera peut-être, entre la France et l'Allemagne. Vous êtes également un petit nouveau, entre guillemets, au Parlement européen, puisque vous y avez aussi fait votre entrée en 2019, et vous êtes aussi passé par Sciences Po Paris, vous avez fait un master si Wikipédia ne raconte pas de bêtises. Voilà, bienvenue à vous. Ensuite, Norbert Kleinwächter. Bonsoir. Bonsoir, merci d'être avec nous. Vous êtes d'origine bavaroise, mais vous êtes un élu du Brandebourg. Vous avez été élu en 2017 pour l'AfD, donc sur la liste de ce parti dans le Brandebourg, la région, pour ceux qui ne connaissent pas très bien l'Allemagne, qui entoure Berlin. Vous êtes un professeur de formation d'anglais, de français, et la troisième matière, je ne sais pas si on traduit par théâtre en français, c'était pas très clair pour moi. Ouais, c'est un peu le théâtre à l'école, en fait. Donc, j'enseigne des élèves en théâtre et en dramaturgie. D'accord. Donc, ce qui est peut-être utile quand on fait ensuite une carrière politique. On n'espère pas, mais oui. Hein. Et nos 2 derniers invités, c'est Nils Schmid, qui lui est élu au Parlement allemand, au Bundestag. Bonsoir, bienvenue à vous. On le voit peut-être, je ne sais pas si l'image a été recadrée, mais derrière vous, pour les amateurs de football, que vous êtes de Stuttgart, puisqu'on voit le poster du VfB, l'équipe de la capitale du Bade-Württemberg. Vous avez fait des études d'avocat, vous avez de droit, vous avez ensuite été avocat, vous avez été pendant pas mal de temps député au Parlement régional du Bade-Württemberg. Vous avez également été ministre de celui qui est toujours le président, le ministre-président de cette région, Winfried Kretschmann, lorsqu'il
avait une coalition lorsqu'il y avait une coalition entre les Verts, les écologistes donc, et votre parti, le Parti social-démocrate. Vous étiez d'ailleurs vice-ministre président, pour reprendre le terme allemand, et c'est après ces fonctions que vous avez en 2017 intégré le Bundestag. Et nous avons également parmi nous Mélanie Very-Sims qui représente le parti Die Linke, le parti de gauche. Vous êtes en Rhénanie-Palatinat. Bonsoir. Merci d'être avec nous également ce soir. Vous avez été candidate, vous étiez même là, je crois, la co-chef de file de votre parti, vous me corrigez si je dis une bêtise, lors des élections régionales en Rhénanie-Palatinat au printemps, mais les résultats ne vous ont pas permis d'intégrer le Parlement régional, et vous êtes également membre du bureau fédéral de votre parti. Voilà donc les 6 responsables qui sont avec nous ce soir. On aura, je dois le dire dès le départ, sans doute pas la possibilité d'évoquer tous les thèmes possibles et imaginables qui marquent cette campagne, mais je veux évidemment aussi consacrer un certain temps à la relation franco-allemande et à l'Europe, parce qu'on s'adresse ce soir à un public francophone, et c'est évidemment important lorsqu'on a des responsables allemands parmi nous. Et puis, donc, nous aurons la possibilité, je le disais tout à l'heure, vous aurez la possibilité, vous qui êtes connectés, de poser des questions à nos invités sur des sujets qu'ils auront abordés ou d'autres dans la dernière partie de notre débat. Alors, comme je le disais, ces élections, elles vont être marquées par une césure importante, avec le départ après 16 années d'Angela Merkel, une longévité qui la met dans la même catégorie que Helmut Kohl, et pour une durée un peu plus brève que Konrad Adenauer au tout début de la République fédérale. Alors, revenons peut-être, avant d'évoquer le futur, sur le bilan d'Angela Merkel. Il y a beaucoup en Allemagne, bien sûr, mais aussi à l'étranger, on consacre beaucoup de place dans les médias, y compris en France, à la personnalité d'Angela Merkel et à son bilan. Alors, je voudrais donner d'abord la parole à celle qui est membre du même parti, à savoir Hildegard Bentele. Après ces années, une longévité exceptionnelle, surtout dans une période marquée par beaucoup de crises et où il y a souvent des alternances régulières, qu'est-ce qui restera pour vous d'Angela Merkel, pour vous personnellement, en tant que membre et élu de la CDU, et pour le pays en général? Oui, vous m'entendez? Oui. Tout à fait. Tout à fait. Très bien. Oui, je crois d'abord, il reste qu'elle nous a mené dans les crises, comme vous l'avez dit, très tranquillement. Il a résolu beaucoup de crises. Il a jamais perdu son espoir optimiste. Et ce qu'elle a dit dans son mot Wir schaffen das, je crois que ça caractérise très bien. Dans la crise migratoire. Oui, exactement. Mais je crois que ça caractérise son attitude en général envers sa façon de résoudre les crises. Il faut avoir un main tranquille. Il faut réunir tout le monde sur une table, et il faut parler et débattre tranquillement et trouver un dénominateur commun. Et je trouve ça, c'était son caractère majeur. Et moi, j'ai toujours aimé, elle était très précise. Elle n'a pas aimé qu'on a trop parlé. Elle a voulu prendre les choses en direct. Elle était très claire et précise. Et j'ai beaucoup aimé ça. Elle a toujours voulu résoudre les problèmes. Elle n'avait jamais eu un scandale de corruption. Elle était toujours de bonne santé. Elle a travaillé beaucoup. Elle était on a pu eu confiance en elle. Et ça, je trouve que ça reste. Et c'était aussi bien pour l'Allemagne et pour la politique en général. Alors, vous évoquiez les crises. Il y en a eu un certain nombre, c'est le moins qu'on puisse dire, durant ces 16 années. Et effectivement, les Allemands ont sans doute, par rapport à d'autres, une période plus marquée par la stabilité. En revanche, qu'est-ce qui restera dans les livres d'histoire comme réforme d'Angela Merkel, qui a été élue sur un programme de réforme assez
assez important, voire radical, marqué en économie par un esprit libéral. Et on a un peu l'impression que la grande réformatrice, finalement, n'a pas fait tant de réformes que ça pour le pays. C'est vrai, mais je crois pour moi, le taux de chômage ou d'emploiement est beaucoup moins élevé quand elle a commencé. Et je crois que c'est ça la chose la plus importante, que les Allemands ont du travail. Et on voit aussi qu'on sort du crise de la pandémie déjà bien. Et je crois que ça compte pour beaucoup de gens que la situation économique est assez bonne en Allemagne. Et c'est dû aussi à elle. Mais je ne veux pas dire qu'il ne faut pas réformer. Et je crois que la dernière crise la montre très bien. On a des déficits en ce qui concerne la digitalisation, oui. Comment on dit en français? Numérisation. La numérisation, exactement. Et personne ne veut pas le cacher. C'est pourquoi je trouve c'est bien qu'on a maintenant un change. Et ce que je trouve aussi bien, elle a décidé d'arrêter. Ce n'était pas quelqu'un d'autre, mais elle a décidé. Je trouve ça un signe très, très fort en tant qu'homme politique de pouvoir décider soi-même quand on veut arrêter d'être homme politique. Alors, durant les 16 années qu'Angela Merkel a passé au pouvoir, Nils Schmid, il y a eu 12 années, on l'oublie un peu vite peut-être, notamment à l'étranger, où on se focalise sur la personne de la chancelière, mais durant 12 années sur 16, Angela Merkel a gouverné avec les sociodémocrates, avec votre parti. Donc cet héritage, il est aussi un peu le vôtre, même si en termes électoraux, en ce qui concerne les résultats du SPD, ils ont été un peu amers. Parfois, c'est le moins qu'on puisse dire, ces résultats. Est-ce que quelque part, vous vous réclamez comme des héritiers d'Angela Merkel ou en tout cas, vous estimez que vous avez pu, durant ces 12 ans, insuffler un certain nombre d'idées social-démocrates dans les réformes qui ont été faites, même si c'est plutôt Angela Merkel qui, en termes de popularité, a attiré la couverture à elle. Nils Schmid. Oui, en fait, on a fait voter beaucoup de lois d'inspiration social-démocrate, par exemple la loi sur le salaire minimum en Allemagne, le SMIC allemand, pour ainsi dire, la réforme du système de retraite et encore beaucoup de moyens supplémentaires pour l'éducation, pour les crèches, etc. Mais il faut souligner tout d'abord que Angela Merkel a avant tout profité des réformes entreprises par le gouvernement du chancelier Schröder avant qu'elle prenne le pouvoir. Elle a donc engrangé les bénéfices d'un agenda réformateur qui a coûté cher aux sociodémocrates, mais qui a été très bonne pour la performance de l'économie allemande, il faut le dire. Par contre, elle, en tant que chancelière, n'a pas vraiment entamé ou continué la modernisation de l'appareil industriel allemand. Elle a même freiné l'essor des énergies renouvelables en imposant un retour au nucléaire civil avant de l'abandonner après le désastre à la centrale nucléaire au Japon. Donc, en ce qui concerne la modernisation économique et sociale, son bilan est plutôt négatif. Au moins, ce n'est pas elle qui a vraiment inspiré la politique. Par contre, au niveau international européen, il faut vraiment avoir beaucoup de respect pour ce qu'elle a fait. Elle a tenu bon face à M. Trump. Elle a toujours essayé et souvent su forger un consensus au niveau européen lors des sommets.
et aussi au niveau international lors des rencontres, lors des sommets du G7. Donc, on peut être content d'elle, mais maintenant, il faut vraiment faire bouger des choses en Allemagne pour moderniser notre économie. Et est-ce que Olaf Scholz, qui salue régulièrement sa bonne collaboration avec la chancelière, qui a posé en une d'un magazine en faisant le geste typique d'Angela Merkel, avec une affiche qui dit « il peut aussi être chancelière », est-ce qu'il n'essaye pas de se profiler quelque part comme l'héritier d'Angela Merkel? D'ailleurs, leurs personnalités sont un petit peu comparables, ils sont calmes, posés, sérieux. Est-ce que c'est un hold-up, pour reprendre le terme peut-être que pourrait utiliser un chrétien démocrate? Non, ce n'est pas un hold-up, mais c'est plutôt une question de style et de personnalité. Il est vrai que Olaf Scholz, lui aussi, il est plutôt serein et n'aime pas les grands mots et le spectacle de la politique politicienne. Mais en ce qui concerne le programme électoral et le contenu d'un programme électoral, il y aura de larges différences en ce qui concerne la politique fiscale, la protection du climat. Je pense que Olaf Scholz sera beaucoup plus actif et il engagera beaucoup plus de chantiers de réforme au niveau économique et industriel que Angela Merkel a osé faire. Alors, on va revenir un peu plus tard sur les thèmes de campagne et notamment les propositions économiques et sociales. Je voudrais donner la parole à Nicolas Baer, puisque j'ai parlé des 12 années durant lesquelles une grande coalition entre chrétiens et sociodémocrates a gouverné l'Allemagne, mais il y a également eu 4 années, entre 2009 et 2013, Madame Baer, durant laquelle votre parti a gouverné avec les chrétiens démocrates d'Angela Merkel. Ça s'est terminé électoralement pour vous de façon très amère, puisque en 2013, vous n'avez pas franchi la barre des 5%, vous avez dû quitter le Bundestag. Est-ce que pour vous, le bilan d'Angela Merkel, il reste en quelque sorte un bilan aussi amer, parce que pour le Parti libéral, ça a été encore une fois un peu rude? Oui, d'abord, bonjour à tous et à toutes. Ouais, je dirais 2 choses. Le premier, c'est que Angela Merkel, elle a mon respect pour son travail, surtout à l'échelle internationale. Je crois elle a vraiment le respect de tous les hommes politiques. Elle a toujours essayé d'améliorer aussi les relations internationales. Mais, et je crois que ça a vraiment commencé déjà en 2009, c'est une politicienne qui n'a pas de grande vision sur les 15, 20, 25 années à venir. C'est plutôt une politique à courte vue. Et nous, on a toujours essayé de redémarrer, de pousser, de bouger, de reformer. Et comme ça, je crois en 2013, nos électeurs l'ont pris à la mauvaise qu'on n'a pas pu vraiment délivrer dans tout ce qu'il fallait. On a parlé juste de la transformation numérique. Je crois que c'était déjà nécessaire en 2009-2013. Ça n'a pas avancé. On parlait aussi d'investir plus en innovation. Alors, les nouvelles technologies, tout ce qu'il nous aide maintenant aussi, pas seulement dans la transformation numérique, mais aussi climatique. Alors, tout ça, on voulait déjà faire en avant. Ça n'a pas marché. On veut le faire maintenant. Alors, notre programme, c'est vraiment le grand redémarrage pour l'Allemagne, parce que la pandémie, elle a vraiment délevé que l'Allemagne, qui toujours était pour tout le monde en ordre, ça ne fonctionne plus. C'est vraiment dans ses potes, et il faut maintenant déclencher, il faut stimuler et surtout avec plus de liberté pour les gens, parce que c'est eux qui bougent notre société, notre pays. Et là, j'aime bien qu'après le 27 septembre, on pourrait peut-être marcher dans cette direction.
Alors, on va en reparler après des propositions, des possibles coalitions avec le FDP et avec quelle coalition. Mais je voudrais d'abord donner la parole à nos autres participants sur ce bilan de l'ère Merkel. Daniel Freund, les Verts ont failli gouverner avec Angela Merkel, puisqu'on se rappelle qu'en 2017, il y a d'abord eu des négociations pour former une coalition dite jamaïcaine qui aurait associé les chrétiens démocrates, votre parti Les Verts et celui de Madame Baer, le Parti libéral. On sait que cette coalition n'a pas vu le jour. En revanche, vous gouvernez dans le Bade-Wurtemberg, d'où est originaire M. Schmid, mais aussi en Hesse, avec la CDU. On avait aussi parfois l'impression de voir une certaine complicité sur des images télévisées entre Madame Baerbock, votre candidate à la chancellerie, et Madame Merkel. Bref, quel bilan tirez-vous de ces 16 années de l'ère Merkel, peut-être plus spécialement, mais je vous laisse répondre comme vous le souhaitez, sur votre thème central, à savoir le climat. Merci pour l'invitation. Bonsoir à tout le monde. Merci de faire ce débat. Évidemment, je pense le bilan de Angela Merkel, ça dépend vraiment du champ politique dans lequel on regarde. Comme vous dites, on a eu des champs politiques où on a travaillé ensemble très très bien. On a supporté toute la ligne du gouvernement lors de ce qu'on appelle la crise migratoire, la situation en 2015 et après, on était du côté de Angela Merkel là-dessus. Évidemment, sur un champ climat, on est beaucoup plus critique du bilan du gouvernement actuel. Mais je pense peut-être le champ le plus intéressant, comme on est en format franco-allemand ce soir et les questions européennes qui sont intéressantes. Et là, je dirais, hors du management des crises, moi, j'ai une vision assez critique du rôle du gouvernement allemand ces dernières 16 ans sur la scène européenne, parce que le gouvernement allemand, historiquement, était toujours moteur de l'intégration européenne, de plus de collaboration entre les États européens, notamment avec la France. Et ça a quand même changé ces dernières 16 ans. Les propositions, par exemple, du président Macron, depuis des années, on n'y a jamais répondu. Le gouvernement n'y a jamais répondu. On y reviendra, oui. Oui, et je trouve aussi le comportement, par exemple, lors de la crise financière et de l'euro, d'imposer une politique fiscale très, très difficile pour une grande partie de l'Union européenne, qui a prolongé d'ailleurs la crise beaucoup plus que ce qui aurait été nécessaire. On a souffert pendant 10 ans. Il y a encore des régions en Europe qui se sont jamais remis de cette crise. On a un peu appris avec notre réponse à la situation maintenant suite à la pandémie. Mais quand même, c'était pas une collaboration étroite avec nos partenaires en Europe. Autre exemple, par exemple, le gazoduc de Nord Stream 2, que Mme Merkel aussi a très fortement défendu, qui est déjà sur le plan climatique, mais aussi sur le plan économique et d'ailleurs sur le plan de bonnes relations avec nos partenaires à l'Est. Et pas une bonne idée. Et je ne comprends pas à ce jour pourquoi on a dû construire ce gazoduc. Merci à vous. Norbert Kleinwächter, vous représentez, je l'ai dit tout à l'heure, l'AfD. Donc, vous êtes, comme votre parti depuis 2017, représenté au Bundestag. L'AfD a été créée en 2013. Vous êtes membre, je crois, aussi depuis l'année de fondation du parti. Est-ce qu'on peut présenter l'AfD quelque part comme l'enfant illégitime d'Angela Merkel finalement? Est-ce qu'entre la crise de la zone euro, où elle a joué un rôle central, mais aussi l'accueil de nombreux réfugiés, vous n'avez pas utilisé ces thèmes pour vos campagnes pour séduire de nombreux électeurs?
Ben déjà, oui, c'est un peu vrai. On n'existerait pas sans Angela Merkel. On existe parce qu'elle a fait beaucoup d'erreurs déjà pendant les premières années de son régime, de son gouvernement, avec l'euro, avec quelques décisions qui étaient mal prises, comme la sortie de l'énergie nucléaire, comme la sortie du charbon, etc. Donc il y avait plein de points et aussi le bilan d'Angela Merkel est très frustrant en fait. Je dois vraiment dire qu'on est dans tout différents avis que Madame Benteler. Tous les chiffres en fait sont négatifs. On a un taux de pauvreté chez les enfants qui a monté. On a un taux de pauvreté chez les personnes âgées qui a monté. On a un niveau de retraite qui est baissé. On a un endettement public qui a grandi de 50%. Depuis le début de son mandat. Donc, il y a vraiment plein de points où elle a nui à l'Allemagne, on dirait, et surtout, elle a trahi quelques valeurs fondamentales de notre République. Elle a donné des droits à la Commission européenne et aussi la Banque centrale européenne qui devraient pas y être selon les traités, disons, de Maastricht, où il y avait ce régime que aucun membre devrait dépasser les 60% du PIB en endettement public pour être partie de la zone euro, et maintenant la moyenne est à dépasser les 80% du PIB. Donc il y a plein de points où elle a vraiment nui à l'Allemagne. Et dernièrement, surtout avec la politique migratoire qui est aussi contre l'état de droit, qui est contre notre constitution et les règlements qu'il y a dans le droit public et dans notre constitution. Donc, il y a plein de points que nous critiquons. Maintenant, les grands thèmes sont surtout le climat, où elle a aussi un projet complètement surchargé et aussi un peu bizarre parce que ça va nuire à notre économie. Et voilà, le problème, c'est vraiment qu'elle a laissé en Allemagne derrière elle qui a beaucoup d'obligations et de problèmes dans l'avenir. Ce sont des problèmes financiers aussi créés par Olaf Scholz du SPD, le ministère des Finances, avec l'endettement public explosé. Et il y a des obligations vers l'Union européenne qui ont dépassé les 30 milliards d'euros par an, et aussi des obligations financières par rapport à la migration illégale qui dépassent déjà les 20 milliards par an. Donc, c'est quand même beaucoup d'argent et ces obligations pèsent lourd, c'est clair. Votre parti actuellement est crédité, selon les sondages, de 10 à 12%, un petit peu moins qu'en 2017. Ceci dit, il faut rappeler qu'à l'époque, vous étiez crédité d'un score inférieur dans les sondages à celui que vous avez obtenu. Oui. Malgré tout, vous êtes clairement dans un rôle d'outsider, puisque personne ne formera une coalition avec vous. Malgré votre réélection probable, enfin celle de votre parti, j'entends, au Bundestag, quelle est l'option politique sur la durée de l'AfD, qui, contrairement à la stratégie du Rassemblement national de se rendre plus... de se couper, d'abandonner un certain nombre de propositions radicales, vous, c'est plutôt l'inverse, à quoi on assiste. Quel est l'avenir de votre parti en termes de pouvoir? Ou est-ce que vous comptez rester dans un rôle d'opposition et de protestation? Nous, on va parler avec chacun si ils veulent, mais actuellement, en fait, Armin Laschet, le candidat pour le chancelier du CDU, a dit qu'il ne va pas négocier avec nous. C'est un problème pour lui parce qu'il va effectivement nuire au champ conservateur en Allemagne s'il ne parle pas avec nous et s'il préfère de faire une coalition, par exemple, avec les Verts. C'est effectivement un symbole aussi, un signe que le CDU est allé vers le gauche, en fait. Elle s'est transformée pendant cette période d'Angela Merkel, d'un parti fondamentalement conservateur à un parti, je dirais, presque vert. Et c'est aussi un grand problème pour le monde politique en Allemagne. Donc nous, effectivement, on remplit un trou que le CDU a laissé, que le FDP laisse aussi d'ailleurs,
quand le FDP propose des idées d'Emmanuel Macron sur l'Union européenne et quand le FDP a une image de la famille complètement perturbée et enfin hyper libérale, on dirait, ce n'est pas conservateur non plus. Donc nous, on a des valeurs conservateurs, oui, et on est prêt à parler à d'autres partis, mais effectivement, il faut aussi que les autres sont prêts à parler avec nous. Madame Bentele, est-ce que, peut-être très rapidement, avant de passer à un autre point, est-ce que cette critique, qui n'est pas uniquement celle de Norbert Kleinwächter, sur un parti de CDU qui se serait trop déplacé vers le centre, est-ce que c'est quelque chose que vous reprenez à votre compte ? Nous sommes dans le centre, nous voulons être dans le centre et je crois que nous sommes encore dans le centre et aussi avec Armin Laschet, je n'ai aucun doute qu'il est bien dans le centre. Il respecte toute notre ligne que nous avons, le social, le libéral, le conservateur. Je crois qu'il le vit aussi en Rhénanie du Westphalie. Alors, je ne trouve ça pas du tout et on n'a vraiment rien en commun avec l'AfD parce que aussi l'AfD veut quitter même l'Union européenne. Il n'y a rien à dire, il n'y a rien à négocier et alors je trouve que on est dans le centre et on n'a pas bougé dans l'un ou dans l'autre direction. Nous sommes des chrétiens démocrates modernes et c'est ce que je dirais, je caractériserais notre position actuelle. Merci. On va donner la parole à Mélanie Very-Simms. Votre parti, le parti de gauche, est dans l'opposition au niveau fédéral depuis très longtemps. On aurait pu penser que vous pourriez être les premiers bénéficiaires de la grande coalition. La grande coalition, généralement, profite aux partis d'opposition et vous dénoncez régulièrement, notamment l'augmentation notamment du nombre des exclus en Allemagne. Pourquoi est-ce que vous n'arrivez pas, notamment on le voit actuellement dans les sondages, vous êtes à 6,5%, à percer avec vos thèmes, à séduire suffisamment ou plus d'électeurs? On voit que évidemment les grands gagnants actuellement sont les Verts, malgré leur baisse dans les sondages ces dernières semaines, ou le Parti libéral de Madame Baer qui a gagné aussi des points. Mélanie Very-Simms. Bonsoir et d'abord je veux déjà m'excuser pour mon français parce que je n'ai pas parlé beaucoup de français depuis des années. Ouais. Et ma famille est allemande et américaine, alors je crois que je vais faire beaucoup de fautes. Non, je vous en prie, tout ça m'a l'air parfait. Allez-y. Alors pourquoi est-ce que le parti de gauche n'a pas réussi à profiter plus que cela de la présence, en tout cas durant 12 des 16 années Merkel, d'une grande coalition au pouvoir? Je crois que notre parti est en train de changer parce que les générations, ils changent et peut-être ça va être une surprise, mais aussi, moi, je veux dire que j'ai beaucoup de respect pour Angela Merkel, mais c'est aussi clair, nous avons écouté Monsieur Kleinwächter et à mon avis, c'est aussi un résultat de l'ère Angela Merkel. Et est-ce qu'Angela Merkel aurait dû être plus à droite pour vous, pour empêcher la montée de l'AfD, ou qu'est-ce que vous regrettez? Non, parce que les gens sont... Il a introduit l'euro, c'était pas Angela Merkel. Non, mais M. Kleinwächter a dit, sans Angela Merkel, il n'y a pas d'AfD. Et ouais, je crois que c'est un problème parce que beaucoup de gens sont furieux et malheureusement, ils ont vu la AfD comme une alternative. Mais c'est clair que c'est pas pas ça. Et pourquoi, votre parti n'a pas pu bénéficier de la protestation, de la frustration qui, effectivement, s'exprime aussi dans le corps électoral allemand?
Oui, c'est vrai, mais ouais, je ne peux pas le dire en français. Je m'excuse, je ne peux pas expliquer. Mais je voulais dire d'autres choses parce que Madame Bentley, elle a dit que vous avez dit que Angela Merkel, elle n'avait pas de scandale. Et ça, c'est vrai. Mais la CDU avait beaucoup de scandales et même dans la pandémie. Et pour moi, le problème est qu'il n'y avait aucune conséquence. Et ça c'est un grand problème. Et aussi, dans la pandémie, on a vu que les problèmes qui étaient déjà là devant Corona, maintenant, c'est plus grave. Et les problèmes ne sont pas nouveaux et moi, par exemple, moi-même, je suis mère de 4 enfants et je vois toujours qu'il y a beaucoup de parents, des professeurs et aussi les enfants qui ont été abandonnés. Et ça, oui, nous avons les solutions pour ça. Alors, justement, je voudrais revenir à votre parti, à ces propositions. Est-ce que le fait que le SPD ait fait, notamment en matière économique et sociale ces dernières années, un virage sur l'aile gauche, est-ce que c'est quelque chose qui nuit aussi au parti de gauche parce que, quelque part, ça vous prive d'un certain nombre, ou en tout cas, ça prive un certain nombre de vos propositions d'écho auprès de l'électorat? Je dois m'excuser parce que je ne peux pas l'expliquer en français. Je suis désolée, je ne peux pas. Pas de problème. Est-ce que vous, je l'ai dit, aujourd'hui, votre parti est crédité de 6,5% dans les sondages. Est-ce que c'est une grande crainte pour vous que, dans le pire des cas, vous ne franchissiez pas la barre des 5% le 26 septembre, nécessaire pour être représenté au Bundestag? Non, nous n'avons pas peur de ça. Je suis sûre que ça ne va. Ici, c'était un grand problème à Rheinland-Pfalz, mais dans le Bundestag, je suis sûre qu'on va avoir le 5%. Ça, ouais. Je vous remercie. On reviendra tout à l'heure sur les coalitions et notamment l'une d'entre elles où potentiellement votre parti pourrait être présent, cette coalition des 3 partis de gauche. Mais je voudrais revenir un peu sur les thèmes de campagne avec Daniel Freund, et commencer par le climat qui, on le voit dans les sondages, est la préoccupation numéro 1 des Allemands lorsqu'on les interroge sur les sujets qui les préoccupent. C'est le sujet le plus important pour les Allemands. On en parle beaucoup dans la campagne. Les différents partis font des propositions. On pourrait penser que les Verts pourraient profiter encore plus de cette thématique climatique. Or, on a vu que depuis la fin du mois de juin, vos scores dans les sondages sont plutôt en déclin et même les inondations historiques du mois de juillet ne vous ont pas vraiment permis d'imposer vos propositions. Vous voyez un paradoxe dans ce constat, Daniel Freund? Bon, et évidemment, si vous me demandez, est-ce qu'on souhaiterait avoir des sondages encore mieux pour nous, tout à fait. Ce qu'on voit aussi dans les sondages, je viens de le lire cet après-midi, qu'il y a encore un nombre important d'électeurs qui restent indécis. Et je pense qu'on a rarement vu, si proche de l'élection, autant d'électeurs qui sont encore indécis, mais qui disent quand même qu'ils veulent aller voter. Donc, il y a une certaine sensation en Allemagne qu'on sait que c'est une élection historique, mais apparemment, on n'est pas encore tout à fait sûr où ça va aller. Et je pense,
Ça veut dire que ces derniers jours, la semaine et demie qui nous reste de campagne, elle peut encore changer énormément de choses. On a déjà vu dans cette campagne que les sondages changent de 5% ou plus dans quelques jours. Donc, tout peut encore arriver. Nous, ce qu'on dit très clairement, c'est la dernière élection qui peut prendre un rôle actif sur le changement climatique, en tout cas dans le sens d'atteindre les 1,5 degrés et pour l'Allemagne de respecter ses obligations internationales de l'accord de Paris. Donc, ce sont des élections énormes pour le climat. D'une certaine manière, je suis optimiste parce que la grande majorité des partis allemands, en tout cas, acceptent le consensus scientifique. Personne, sauf la AfD, met en question les accords de Paris. Mais il reste de grandes différences entre les partis de comment on peut y arriver. On est les seuls de vouloir renégocier, par exemple, la sortie du charbon. Moi, je viens d'Aix-la-Chapelle, comme vous avez dit. Donc, il y a 3 centrales à charbon qui sont devant ma porte, si vous voulez, dans ma circonscription, qui produisent autant de CO2 chaque année que l'Autriche ou la Grèce. Donc, rien que la fermeture de ces 3 centrales, si ça dure 5 ans de plus ou pas, fait une énorme différence pour toute l'Europe sur notre budget de CO2. Et donc, nous, on est convaincus qu'il faut, par exemple, sortir du charbon plus rapidement de ce qui a été prévu par la Grande Coalition. On trouve aussi qu'on doit être plus ambitieux sur la transformation du secteur des transports, par exemple, d'aider l'industrie automobilière de passer à la voiture électrique et de sortir du moteur à combustion. Et pour les autres domaines aussi, je pense qu'on a quand même des propositions qui sont... En gros, l'Institut de l'économie allemande qui a comparé les programmes électoraux, ils ont même dit que les Verts, nous, on n'arrive pas tout à fait à atteindre les 1,5 degrés, mais on est le plus proche. Mais tous les autres partis, ils sont très très loin en fait de pouvoir atteindre ça. Donc ça, c'est pour moi le sujet principal de cette élection. Madame Bentele, on a vu que Armin Laschet a fait aussi un certain nombre de propositions dans son équipe de campagne qu'il a présentée il y a près de 2 semaines. Il y a aussi un monsieur climat, entre guillemets, Andreas Jung, très engagé dans le franco-allemand par ailleurs. Est-ce que on sait qu'en 2017, donc on a tenté un gouvernement, une alliance avec les Verts et les libéraux. Est-ce que pour vous, ça serait à nouveau la coalition la mieux adéquate pour relever le défi climatique, la CDU pour la stabilité et la prise en compte des intérêts économiques et le correctif vert pour faire un peu plus vite avancer les choses? Tout à fait. Pour moi, j'ai beaucoup regretté que la coalition Jamaika n'a pas pu être formée. Je crois qu'on a perdu vraiment du temps. On serait dans une autre situation si on était ensemble, les Verts, les libéraux et nous. Mais ce n'était pas à nous, c'était les libéraux qui ont quitté la table de négociation. Et je crois maintenant, on se met on a reconnu que c'était une faute et on veut gouverner à toute... Auf jeden Fall, en tout cas, c'est ce que M. Lindner dit. Il veut être président du FDP. N'importe avec qui. Je trouve ça pas très convaincant. Oui, parce que c'est une option tout à fait différente si on va avec la CDU ou la SPD. Alors, il faut mieux voter pour la CDU si on veut, parce que je connais beaucoup de gens qui veulent voter maintenant pour la CDU, pour les libéraux, mais qui sont notre voteur normalement. Et moi, je trouve ça, il faut, parce qu'on ne sait pas où ça va être, où est-ce que ça va. Les difficultés
la complexité du vote stratégique en Allemagne. Nicolas Baer, le Parti libéral, on sait, par exemple, sur le climat, mais pas seulement, que, par exemple, sur le climat, vous voulez plus opter sur le rôle du marché, mais on sait aussi que sur d'autres thématiques, si vous deviez constituer une coalition avec les Verts et les sociodémocrates, il y a aussi un certain nombre de points qui sont difficiles à concilier, notamment l'autre refus strict de toute augmentation des impôts, alors que les Verts et les sociodémocrates plaident pour une augmentation pour les personnes les plus riches. Est-ce que vous vous attendez, sur ces quelques dossiers, mais peut-être d'autres, j'anticipe un peu, lors de négociations de coalition, à des négociations très rudes et très difficiles? Oui, mais d'abord, on est un parti indépendant. Ça gêne peut-être Madame Bentelet, peut-être aussi d'autres, mais pour le moment, on se bat, on recrute pour notre contenu. Alors, pour notre programme, ça veut dire, oui, on veut protéger le climat, mais ça ne passe pas par l'interdiction à nos yeux. Il faudra pas tomber dans le piège des mesures symboliques inefficaces et des fausses subventions. C'est-à-dire, oui, on veut passer par une seule interdiction, c'est l'interdiction d'augmenter le CO2, mais on veut dégraisser le CO2 et ça doit être fixé. Mais le reste, surtout le prix, ça va par le traité des certificats de CO2. Ça marche beaucoup plus pour le climat que, par exemple, la taxe sur le CO2, comme c'est maintenant décidé en Allemagne, parce que ça évite vraiment des émissions. Et en plus, on va annuler tous les autres taxes sur l'électricité, sur les énergies renouvelables et tout ça, parce que comme ça va être aussi dans un équilibre social. Alors, donc, oui, il y a d'autres moyens. Monsieur Freund l'a déjà mentionné. Nous, on ne croit pas en État, en des décisions prises politiquement. Par exemple, décision sur cette technologie, c'est bien, cette technologie, ce n'est pas bien. Non, on parle des résultats de cette neutralité des technologies, le marché qui va mener l'argent là où c'est le plus efficace pour le climat, parce que le climat, ça se protège au niveau global et ça se protège par des technologies innovatives. Merci. Je voulais aussi évoquer les dossiers, élargir un petit peu, parce que le temps passe, à la politique économique et sociale. On voit on l'a vu encore lors du triel, lors du débat dimanche soir, on a entre les sociodémocrates, les Verts et Die Linke, beaucoup de points communs, alors que c'est évidemment moins le cas par rapport aux partis chrétiens démocrates et libéraux, d'où effectivement la difficulté si le parti libéral devait s'associer à deux partis de gauche. Peut-être pour d'abord, très rapidement, chacun peut-être en quelques phrases, quelles sont les priorités? Je ne vous demande pas forcément avec qui, parce que c'est très difficile et il y a tellement de constellations possibles après le 26 septembre, et peut-être que vous ne voulez pas rentrer dans ces possibilités, mais quelles sont les priorités pour la politique économique et sociale, alors qu'on a évoqué un certain nombre de thèmes pour lesquels l'Allemagne a du retard à combler? Je vais donner la parole à Nils Schmid, peut-être. Alors, dans le programme, dans la plateforme électorale du SPD, il y a 3 axes majeurs. Il y a le volet social qui est intitulé « Respect ». Il y a le volet « Modernisation » et il y a le volet « Européen ». Et en ce qui concerne la modernisation économique et sociale et écologique de l'Allemagne, il faut toujours tenir compte du fait qu'il y a toujours 3 dimensions, le social, l'économique et l'écologique, et on ne peut pas se focaliser sur une dimension seulement. Et il faut toujours comprendre que la protection du climat
passe nécessairement par un projet industriel, c'est-à-dire la transformation de notre société industrielle. C'est pourquoi nous sommes convaincus qu'il faut investir beaucoup plus dans les infrastructures, dans les énergies renouvelables, notamment dans les éoliennes et le solaire, et qu'il faut doter notre pays des infrastructures, des réseaux appropriés. Et c'est pourquoi dans les 10-15 années à venir, il faudra beaucoup construire et reconstruire dans notre pays. Il faut ouvrir des chantiers, mais des vrais chantiers réels pour les chemins de fer, pour notre système de production et de distribution énergétique, pour les logements. Alors, il faut une période d'investissement massif. Alors, des investissements massifs, ça signifie plus de dépenses, alors qu'on a actuellement on a un endettement qui a augmenté en raison de la lutte contre les conséquences de la pandémie. Nicolas Baer, en quelques mots, est-ce que ça, ces questions de l'endettement, ça peut être une pierre d'achoppement, une difficulté pour de futures négociations après les élections? Oui, bien sûr, parce que ça ne tient pas en compte les futures générations. Et en plus, c'est pas nécessaire. Il faut avoir bien le cadre pour la société, surtout pour les entreprises et l'économie. Alors pour nous, c'est plutôt une question de délibérer au lieu d'alloudir, c'est-à-dire moins de taxes et de frais, surtout moins de bureaucratie, moderniser notre administration pour qu'elle agisse beaucoup plus rapide. Et prendre l'argent, investir dans l'éducation, dans nos écoles, les universités, la recherche, investir pour l'innovation, parce que ça va mettre ensemble avec le capital privé, ça va donner le chemin pour des postes bien payés, pour les gens qui ont assez d'argent pour vraiment mener leur vie à leurs vœux eux-mêmes, et pas l'État qui, dans les dernières années, s'est mêlé vraiment dans les détails, d'abord tirer l'argent des poches et après le redonner sous condition. Non, nous on croit que les gens, ils sont responsables de eux-mêmes et aussi des autres. Les gens, ils veulent partager, ils veulent participer dans la société et ils ont leurs propres idées. Alors, il faut le respect des libertés citoyennes et nous, on veut réinstaller ça. Merci. Hildegard Bentele, Monsieur Laschet a présenté récemment encore des propositions pour les 100 premiers jours. Quelles sont les priorités essentielles pour la CDU si elle est associée au prochain, si elle mène le gouvernement ou si elle est associée à une prochaine coalition? Oui, je crois, en ce qui concerne sur le plan climat, je trouve, moi je crois que l'expansion de l'énergie renouvelable est vraiment le défi qu'il faut relever. Et nous sommes décidés, et Monsieur Laschet l'a dit plusieurs fois, il faut accélérer le processus de planification et d'approbation en ce qui concerne l'énergie éolienne et solaire. Et ça, c'est la chose la plus importante parce que aussi l'industrie dépend beaucoup de l'énergie et le prix de l'énergie, c'est une question de compétitivité de l'économie allemande. Alors, il faut agir tout d'abord sur le plan de l'énergie. Mais aussi, c'est aussi l'éducation qu'il faut vraiment investir parce qu'on a eu avec la pandémie, les étudiants, ils ont des déficits et on a du mal à donner de l'argent du niveau national aux États fédéraux et il faut aussi réformer sur ce plan-là parce que notre système scolaire est très important pour la future et nous devons être mieux sur ce plan-là. Et aussi, je trouve, en ce qui concerne le système de retraite,
Maintenant, on met, je crois, 50% du budget dans nos retraites. Et ça aussi, ce n'est pas sûr pour la future et pour les générations futures. Et il faut transformer. On a fait, on a essayé de les réformer avec la Riester-Rente, mais ça n'a pas eu A été couronné de succès. Oui. Exactement. Il faut vraiment agir aussi sur ce plan-là. Et on a aussi des très bonnes idées entre nous de donner dès le début de la naissance d'un enfant un certain un montant de l'argent pour que les enfants ou les adultes auront une retraite ce dont on peut vivre. D'accord, merci bien. Mélanie Very-Simms, pour vous, évidemment, pour le Parti de gauche, les thèmes sociaux sont au cœur de votre programme. Est-ce que l'alliance dont on parle souvent entre les trois partis de gauche… Oui. Mélanie nous a quittés, elle est souffrante, elle est un peu malade, et donc elle a envoyé un message dans notre chat pour s'excuser. Oui, je n'ai pas pu suivre le chat. D'accord, donc ma question hat sich erledigt. Donc, je voulais poser une question à Norbert Kleinwächter. On a déjà dit que l'AfD, même représentée à nouveau au Bundestag, serait de toute façon dans l'opposition. Sur les thèmes du moment, sur les thèmes le climat, la politique économique et sociale, la redistribution sociale, les dépenses publiques, on n'a pas l'impression que l'AfD ait grand-chose de constructif à produire. Et on l'a dit, les thèmes avant tout qui intéressent les Allemands, c'est le climat, c'est la lutte contre la pandémie, c'est les dossiers économiques et sociaux, et moins, ça arrive plus loin, la migration dont vous parlez beaucoup plus. Est-ce que vous devriez peut-être faire plus d'efforts pour être en phase avec les thèmes qui interpellent plus massivement les Allemands ? On parle de tous ces sujets en fait, mais c'est parfois les médias qui se concentrent uniquement sur le problème de migration, qui est effectivement un très très grand problème. Et il faut résoudre les grands problèmes que Merkel a soulevés. Par contre, on a un grand programme social et économique pour l'Allemagne. On a présenté à notre sommet du parti à Kalkar, et on a effectivement aussi des suggestions d'une grande réforme de la retraite qui vise à effectivement résoudre le problème démographique que nous avons en Allemagne. D'ailleurs, ce que Madame Benteler a cité, ce fonds, ce dépôt pour les enfants, pour la retraite dès la naissance, c'est une idée de l'AfD que le CDU a copié. Mais bon, on est en politique, on peut bien copier des idées aussi. Donc, l'opposition a un effet. Et nous, on va effectivement soulager les familles qui ont des enfants parce que effectivement, nous, en Allemagne, on a un système que l'ancienne génération, les plus âgés, dépendent des cotisations des personnes qui travaillent. Et donc, il faut toujours soutenir un bon nombre de personnes qui sont employées, qui travaillent. Et nous, on a quand même l'opinion que ça devrait être nos enfants et pas juste compter sur la migration, qui est aussi la migration qualifiée, qui est aussi nécessaire. Mais il faut effectivement aussi avoir une bonne politique de famille. Donc, on va aussi… Je voulais revenir sur la politique sociale notamment, parce qu'on sait qu'au sein de l'AfD, certains sont plus partisans d'une politique libérale traditionnelle, d'autres insistent plus, et ça vaut plus pour les gens qui sont actifs dans la partie est du pays, sur les aspects sociaux. Je voulais lentement arriver un peu dans les relations franco-allemandes. La semaine dernière, il y avait une rencontre avec Madame von Storch, et une responsable de votre parti, je l'ai interrogée sur la façon dont elle voit le Rassemblement national qui a un programme qui insiste beaucoup sur les aspects sociaux dans son programme, mais c'est quelque chose qui, pour un certain nombre de personnes dans votre parti, est un peu suspect et quasiment gauchiste. Comment vous voyez ce programme du Front National, du Rassemblement National, pardon ? Nous, on n'est pas le Rassemblement national. Donc, on est dans un système où on croit qu'il faut construire une Europe des nations souveraines qui travaillent ensemble sur le champ économique dans une communauté européenne économique, pas l'Union européenne qu'on a à ce jour. Donc, ça s'interdit de copier les programmes l'un de l'autre ou d'avoir des familles européennes politiques comme les Verts ou les gauches l'envisagent.
Donc, nous, on est d'autres opinions. On pense que la démocratie, elle est faite par le peuple et par le vote, par la discussion, par le débat, par les élections. Et ça doit être lié au pays où ça se passe. Donc, nous, on n'a pas le même programme que le Rassemblement national et surtout sur le champ social, on est beaucoup plus libéral et beaucoup plus concentré sur la politique monétaire, par exemple. Parce que ce qui est très peu mentionné dans le débat social, c'est que actuellement on a une politique d'argent qui travaille avec des intérêts négatifs sur l'argent et aussi une expansion énorme de l'argent, de la monnaie. Donc, effectivement, la Banque centrale européenne imprime énormément d'argent. Elle a imprimé 12% du montant total de l'argent depuis 2019, ce qui est absolument énorme. Et on le voit dans la hausse des prix immobiliers, des prix pour les loyers. Et c'est aussi un effet pourquoi, en fait, les retraites Riester qui ont été mentionnées ne marchent pas. Parce qu'avec les intérêts négatifs, effectivement, un système qui travaille avec des intérêts, avec de l'argent économisé, ne peut pas fonctionner. Et donc, nous, on est pour la sortie aussi de la zone euro pour rétablir une bonne politique d'argent. Ce qui vous distingue aussi du Rassemblement national entre-temps. Voilà. Je voulais clore l'aspect économique et social. Il est 21h32 et je voulais arriver vers la relation franco-allemande. On l'a un petit peu évoqué maintenant en raison des relations entre vos deux partis. La relation franco-allemande et l'Europe, puisque c'est évidemment intimement liés. Revenons sur le bilan de Merkel-Macron. On ne va peut-être pas tirer le bilan des 4 présidents français avec lesquels elle a travaillé. On a eu l'impression, Madame Bentele, que, en tout cas, c'est le reproche qui lui a souvent été fait en France, mais aussi en Allemagne, chez les Verts, ou chez les sociodémocrates, qu'Angela Merkel a mis du temps, notamment au début, pour réagir aux propositions sur l'Europe d'Emmanuel Macron. Et jusqu'à ensuite l'initiative franco-allemande de l'année dernière qui a débouché sur le plan de relance européen. Est-ce qu'il y a eu une évolution d'Angela Merkel sur ces dossiers européens et aussi un rapprochement entre les positions françaises et allemandes? Oui, je crois que c'était M. Freund qui l'a dit. Angela Merkel n'est pas une femme de grande vision, je dirais. Et Emmanuel Macron est plutôt un ami de vision. Mais je crois sur le plan d'action, on a eu que le traité d'Élysée a été renouvelé. Comme vous l'avez dit, la CDU a choisi un successeur de Angela Merkel qui est très proche de la France, qui est représentant des affaires culturelles entre franco-allemands et qui comprend très bien, je crois, la France. Et je crois que c'est plutôt une différence de caractère, mais pas une différence de politique, je dirais. Et en ce qui concerne le plan européen, on a vu qu'on a créé le fonds de Next Generation EU de 750 millions d'euros. Et c'était quelque chose d'inouï pour l'Allemagne de faire des dettes sur le niveau européen. Je trouve ça aussi, c'était aussi avec la France, sans beaucoup de discussions. Et ça montre que les actions que Angela Merkel a fait avec M. Macron parlent de soi-même, je trouve. Et ce sont pas ce sont les actions, je trouve, qui comptent. On va demander son avis à Nils Schmidt, puisqu'il fait partie du Parti social-démocrate qui a gouverné avec vous ces 4 et même 8 dernières années, avec le ministre des Affaires étrangères, le ministre des Affaires européennes. Vous êtes, je ne l'ai pas précisé, au sein du groupe parlementaire social-démocrate, le porte-parole pour les affaires étrangères. Est-ce que vous faites partie de ceux, comme dans votre parti, qui auraient aimé une réponse plus rapide et plus positive d'Angela Merkel aux propositions d'Emmanuel Macron? Et deuxième question un peu liée, qu'est-ce qui peut changer si le prochain chancelier s'appelle Olaf Scholz?
Bien évidemment, j'aurais aimé une réponse plus rapide et plus concrète de la part de Madame Merkel. Et en fait, ce qui fait toute la différence, c'est le fait que Olaf Scholz est un social-démocrate qui est en charge du ministère des Finances. Il y a 10 ans, c'était un chrétien-démocrate qui était ministre des Finances allemand. Et là, on était en pleine crise de l'euro et le gouvernement allemand a beaucoup hésité à aider les pays de l'Europe du Sud, ce qui a créé des tensions qui perdurent. Et alors, Olaf Scholz, lui, et son homologue français, Bruno Le Maire, ont élaboré le projet pour les Corona Bonds, pour le soutien aux économies de l'Union européenne pour sortir de la crise due à la pandémie du Covid-19. Et je pense que Angela Merkel n'a pas vraiment changé, mais ce qui a changé, c'est son partenaire de coalition. Voilà. Et je pense qu'il y a un vrai clivage en matière de politique européenne entre la droite libérale et les forces du progrès en Allemagne. Les Verts et les sociaux-démocrates sont prêts à avancer beaucoup plus loin sur le chemin d'une politique fiscale commune, d'un budget commun de l'Union européenne. Olaf Scholz a même parlé d'un moment hamiltonien après le vote du Fonds de relance européen. Et je pense que ce n'est pas par hasard que Olaf Scholz a repris le concept de souveraineté européenne qui a été élaboré par le président Macron dans son discours à la Sorbonne. Donc, je pense là, il y a un vrai choix que les Allemands auront à faire. Et je pense que la France a beaucoup plus, et l'Europe peut beaucoup plus attendre de la part d'un chancelier Olaf Scholz que d'un chancelier Laschet. Daniel Freund, Olaf Scholz et Armin Laschet, la semaine dernière, se sont rendus à Paris. Ils ont rencontré Emmanuel Macron, donc pour souligner l'importance de la relation franco-allemande et aussi avoir de belles images pour la campagne. Annalena Baerbock n'a pas demandé d'entretien à Emmanuel Macron. Elle a précisé il y a quelques semaines que son premier voyage ne l'emmènerait pas à Paris, contrairement à ce qu'ont dit Laschet et Scholz, mais à Bruxelles. Est-ce qu'elle a fait une erreur politique ? Et est-ce qu'elle sous-estime la relation franco-allemande ? Je ne pense pas. Moi, je sais qu'il y a eu des tentatives depuis un bon moment d'avoir une rencontre avec Annalena. Finalement, ça ne s'est pas fait sur des questions logistiques. Annalena et Robert Habeck ont rencontré dans le passé Emmanuel Macron. Il y a une bonne relation. Moi, je pense, évidemment, il y aura une relation très, très proche avec la France sous une chancelière, Annalena Baerbock. Mais je trouve cette idée d'aller à Bruxelles et de voir tous les partenaires européens pas comme un mauvais signal comme premier voyage. Moi, je pense qu'il y a une autre scène, il y a à peu près 1 mois et demi ou 2 mois, qui montre très très bien en fait la différence, surtout avec un candidat chancelier, Armin Laschet. Il y avait une scène juste avant que la Slovénie ait prise la présidence tournante où Janez Janša était à Düsseldorf à rendre visite à Armin Laschet. Donc un Janez Janša où on se rappelle qui avait fait félicitations à Donald Trump, qui attaque dans son pays les médias, qui n'a toujours pas nommé les procureurs européens qui devraient être nommés depuis juin. Donc, il empêche la justice à lutter contre la corruption. Le processus. Il a donné une bonne raison pour ça et il a relancé le processus.
Oui, sa raison, c'est qu'un des procureurs a porté plainte contre lui dans le passé, donc c'est une vendetta privée contre un procureur. Donc tout ça pour dire que malheureusement, Armin Laschet, dans cette rencontre, n'a pas parlé de l'état de droit, de la corruption, de l'attaque contre les médias. Et le même jour, en fait, Annalena Baerbock a rencontré Caraccioni, le maire vert de Budapest, qui a une bonne chance d'être le candidat de l'opposition unie contre Viktor Orban. Et je pense ça, il faut le dire aussi, que sous la politique européenne d'Angela Merkel ces dernières 16 ans, l'Union européenne est devenue un club qui n'est plus composé exclusivement de démocratie. On a d'énormes... C'est la faute d'Angela Merkel? Non. Non, c'est pas la seule faute d'Angela Merkel, mais il y a un rôle quand même dans cette évolution. Il y a un rôle parce que le parti Fidesz, par exemple, qui a siégé pendant presque 11 ans au même groupe parlementaire, au même parti européen que la CDU et la CSU, et que cette évolution de l'état de droit n'a pas figuré dans la liste de priorités du gouvernement et de la chancelière. Et je pense qu'on est à un moment dans l'Union européenne où il faut vraiment maintenant lutter pour la démocratie, pour l'état de droit, parce qu'on voit que pas seulement en Hongrie, pas seulement en Pologne, il y a d'énormes attaques et ça met en question en fait toute l'intégration européenne et le droit européen. Alors, je voulais donner la parole à Nicolas Beer. On prête en 2017 un bon mot, je ne sais pas comment on peut le qualifier, à Emmanuel Macron qui aurait dit avant les élections allemandes « Si le FDP est au gouvernement, je suis mort. Je suis mort, c'est-à-dire mes propositions européennes n'auront pas de chance de se traduire dans les faits. » Entre-temps, est-ce que vous pensez que ce jugement était juste? Je ne suppose que non. Vous allez me dire que ce n'est pas le cas. Vous siégez en tout cas, votre parti au Parlement européen dans le même groupe parlementaire que La République En Marche. Est-ce que vous seriez un partenaire au sein d'une coalition au pouvoir en Allemagne qui soutiendrait les propositions d'Emmanuel Macron, ou au contraire, avez-vous quelques états d'âme en ce qui concerne des dossiers qu'on a évoqués, c'est-à-dire un budget plus important de l'Union européenne, une plus grande flexibilité des critères de Maastricht, par exemple? Alors, juste le fait qu'il y a 2 ans et demi, on a formé un groupe politique ensemble au sein du Parlement européen montre que la République En Marche et les libres démocrates en Allemagne, ça travaille intensement ensemble. On est en très, très bonne relation. On était la semaine dernière à Paris, on a parlé pas seulement avec Emmanuel Macron, mais aussi avec les ministres de l'industrie, des finances, des affaires étrangères sur nos plans. Et je crois que aussi le président Macron, il sait très bien que c'est notre parti qui va faire pencher la balance dans la bonne direction pour gouverner l'Allemagne du centre et pas des extrêmes. On est en même il peut dormir tranquille si une coalition jamaïcaine cette fois-ci est formée en Allemagne? Vous pouvez, le début, parce que j'avais pas encore fini ma phrase, peut-être je peux juste continuer. Oui. Non, mais vous voyez, même dans les bonnes relations, on discute sur des propositions. Moi, je préfère un président Emmanuel Macron qui fait des propositions, qui aide des visions que, comme à Berlin, les dernières années, il n'y avait même pas de réponse. Alors là, je préfère les propositions. Il y a beaucoup de propositions, on s'est mis d'accord, surtout sur renouveler l'Europe, par exemple, de devenir plus fort ensemble, d'avoir une union de défense réelle qui, qu'on soit capable d'agir, nous, les Européens. On l'a vu là les semaines dernières en Afghanistan, c'était un désastre quand on n'était pas capable d'agir nous-mêmes. Mais bien sûr, il y a aussi des thèmes beaucoup plus difficiles. Vous avez mentionné l'endettement. Là, il fallait reparler, ça c'est clair. On va
freiner sur le point endettement, surtout aussi au niveau européen, parce que ça, c'était vraiment une situation exceptionnellement. On a voté pour ce plan de relance, mais là, j'étais très, très fière quand ensemble, les libéraux aussi avec Mark Rutte au Conseil, on pouvait négocier des conditions parce que c'est important que cet argent soit dépensé contre des réformes dans les États membres, alors que ça ne passe pas seulement comme ça par la cheminée, mais que les générations à venir, ils ont quelque chose de ces investissements, des réformes, et comme ça, vous voyez, ça se trouve toujours une solution. Il faut en discuter, mais si on n'a pas d'idée, on ne peut pas discuter de cette idée. Très bien, je vous remercie beaucoup. On pourrait évoquer encore plein de dossiers et d'aspects, mais le temps passe et je voulais, pour finir, permettre à ceux qui sont connectés et qui nous écoutent depuis 75 minutes à peu près, de poser quelques questions. Je sais, alors André va gérer toutes les questions qui ont été posées ou en tout cas les demandes de prise de parole. Je sais qu'il y en a une de Hugo Leclerc. S'il est avec nous, il peut… Hugo ne peut pas poser sa question directement, mais on a Léandre Lepers qui est également de la Denkfabrik. Léandre, est-ce que tu nous entends? Oui, et vous m'entendez? Oui, on vous entend. N'hésite pas à mettre ta caméra si tu le souhaites. Alors, je ne sais juste pas comment faire sur l'écran. Je ne vois pas de caméra qui apparaisse. Parce que je pense que je suis en mode spectateur, c'est peut-être pour ça. Non, tu as les droits pour être en vidéo si tu le souhaites. Il faut juste l'activer. Arrêter la vidéo. Allez, peut-être poser votre question pour qu'on gagne du temps et peut-être préciser aussi à qui elle s'adresse. Oui, merci. Alors, ma question s'adresse à M. Neil-Smith, le député de la SPD. Elle concerne évidemment la jeunesse. On a remarqué, en tout cas, je dis certains représentants de la Denkfabrik qui étaient étudiants encore en Allemagne l'année dernière, que la jeunesse a été une grande oubliée des mesures Covid. Et quand je dis la jeunesse, je parle des étudiants, pas des enfants, mais des étudiants. Ce qui révèle aussi la vision que la politique a de la tranche des 18-25 ans, parce qu'on n'est ni des enfants, ni des parents. Et donc, vous, je voulais vous demander quelle place, après Merkel, vous donneriez à la jeunesse en Allemagne? Neil Schmid. Vous avez tout à fait raison de déplorer le sort des élèves et des jeunes pendant la pandémie. En Allemagne, c'était encore plus dur parce que le confinement a duré plus longtemps et le présentiel dans les collèges, dans les écoles était très rare. L'année scolaire, pendant l'année scolaire qui a terminé. Et je pense que l'Allemagne doit beaucoup plus investir dans la jeunesse, notamment en ce qui concerne la formation professionnelle, mais aussi les écoles en tant que telles. Il y a un manque d'infrastructures, mais aussi un manque de soutien financier aux municipalités pour que l'égalité des chances et l'accès à la formation et au marché du travail fonctionne mieux. Et donc, je pense que le prochain gouvernement, la prochaine coalition va vraiment faire une priorité de la politique en faveur de la jeunesse. Et encore une fois, je veux souligner la nécessité d'investir massivement aussi dans le secteur public, parce que l'école, cela ne se réglera pas par le marché, et la formation professionnelle et l'éducation universitaire non plus. Alors, il faut un gouvernement qui dispose des moyens financiers pour faire tous ces investissements-là. Et pour arriver à cette fin, il est inévitable de augmenter les impôts pour les plus riches dans notre société. Merci beaucoup. André, je te laisse la main puisque tu sais mieux que moi qui souhaite prendre la parole. Alors, je vais peut-être lire la question de Martin Catoen. L'Europe doit être neutre en CO2 d'ici 2050, mais il y a eu le choix de faire un gazoduc avec la Russie qui va durer au moins 50 ans. Donc, comment on peut être neutre en CO2 si on fait le choix d'avoir un gazoduc avec la Russie? Voilà.
Il n'a pas précisé à qui s'adressait la question. On peut c'était penser ouvert. que Daniel Freund a quelque chose à dire là-dessus. Peut-être Neil Schmidt du SPD peut nous expliquer, parce que moi non plus, je ne sais pas à quoi ça sert économiquement, écologiquement et sur la relation avec nos partenaires à l'Est. Ça fait aucun sens. Nous, on a toujours été contre, mais le SPD, le CDU l'ont quand même accordé, construit et veulent le mettre en marche. Alors peut-être que Neil Schmidt Des ou compagnies Hildegard Bentele veulent réagir. Oui, mais ce n'est pas le gouvernement allemand, ce sont des compagnies privées qui ont entamé ce projet-là. Et vous savez très bien que aussi dans le Parlement européen, on a eu une vote aujourd'hui sur cette question-là. Il y a beaucoup de collègues dans mon groupe, moi aussi, qui sont contre ce projet-là. Et je trouve que l'Union européenne peut encore jouer un rôle dans ce dossier-là. Il faut jouer ce rôle-là de contrôler ceux qui possèdent la compagnie, qui possèdent les réseaux. Alors, vraiment, il faut... C'est presque fini, ce projet-là. Si on le termine maintenant, il faut payer de compensations assez grands. Et je trouve que c'est un risque des compagnies s'il n'y a plus de gaz qu'on va mettre, remplir les Leitungen, les tuyaux. Ouais. Alors, il n'y a rien à gagner. Alors, c'est un risque des privés, ce n'est pas un risque du gouvernement allemand. Alors, il faut vraiment, il faut pas jouer ça de cette manière-là, je trouve. Oui, mais je crois qu'on ne peut pas échapper tellement facilement de cette question, parce que c'était bien sûr le gouvernement qui était aussi mis en fonction, parce que on n'a pas coordonné avec nos partenaires ni en Europe ni hors d'Europe. Alors ça nuit à l'indépendance, je crois, du continent. Je crois que avant de mettre en marche, il fallait se mettre d'accord avec les partenaires européens. Ça nuit à l'Ukraine. Alors ça c'est vraiment à l'échelle pas seulement écologique, mais surtout aussi politique. C'est un problème, parce que vous savez très bien, c'est pas vraiment une entreprise privée, c'est dépendant du régime de Monsieur Poutine. Alors à cette échelle-là, c'était une grande faute de laisser commencer sans un accord. Et je sais qu'à l'échelle européenne, il y a un compromis sur cela, qu'il faut maintenant que l'Allemagne gère qu'il n'aurait pas de monopole sur ces tuyaux. Alors là, je vous souhaite le bien succès. Je veux bien voir comment vous arrivez à avoir pas de monopole pour une entreprise qui est en réalité une entreprise de Monsieur Poutine. C'est la Commission européenne qui doit agir, ce n'est pas le gouvernement allemand. Non, c'est là où ça aborde sur le territoire européen, et ça, c'est l'Allemagne. Alors, c'est les autorités allemandes qui doivent gérer ça. Je vous propose qu'on prenne encore, peut-être qu'on peut aussi grouper quelques questions pour gagner un peu de temps. Et tu as plus la vue d'ensemble sur le nombre de questions qui existent, mais pour essayer d'utiliser le temps qui nous est imparti au maximum. Alors, en fait, de façon surprenante ou pas, l'essentiel des questions sont sur le thème de l'écologie et de l'énergie. Est-ce qu'il y a des aspects qu'on n'a pas encore évoqués, peut-être ? Alors, oui, et en fait, en particulier, en France, la production d'énergie est plus propre, entre guillemets, grâce à l'énergie nucléaire. Et donc, une question de monsieur ou madame Rakowski, c'est de demander si la demande en électricité va augmenter. Est-ce que l'Allemagne a eu raison de sortir du nucléaire si tôt ? Et comment on fait pour le futur pour assurer autant de production d'électricité sans le nucléaire en Allemagne?
Je ne sais pas qui veut répondre. Norbert Kleinwächter, vous avez un déficit au niveau du temps de parole et vous avez tout à l'heure souligné que vous étiez plutôt favorable à l'énergie nucléaire, ce qui vous démarque de la plupart des orateurs, évidemment. Oui, tout à fait, parce qu'il faut bien penser comment avoir l'électricité dont on a besoin. Donc, si on sort du charbon, on peut pas sortir du nucléaire en même temps, parce que les éoliennes et les autres formes d'énergie vont pas être suffisants pour effectivement nourrir l'Allemagne de toute l'électricité dont elle a besoin. Donc, il faut y penser. Si même on a encore des voitures électriques, s'il y a encore des chauffages électriques, parce que c'est effectivement également prescrit dans le Green Deal de l'Union européenne. Donc, ce sont des transformations énormes. On peut pas sortir de toute production électrique si on le veut et attendre que tout marche bien. Donc, ça ne va pas être le cas. Donc, effectivement, l'énergie nucléaire est une forme d'énergie plutôt propre et aussi une bonne forme d'énergie intermédiaire dont on a absolument besoin. Et nous, on peut bien parler d'une sortie du charbon si on laisse le nucléaire actif. C'est ce que la France fait, c'est ce que les autres membres pays de l'Union européenne font, et il n'y a rien de faux avec ça. Donc, on a mais la dernière centrale doit être déconnectée en Allemagne à la fin de l'année prochaine. Donc là, vous jouez un peu les Don Quichotte, non, contre les moulins, contre les éoliennes en quelque sorte. C'était une grande faute d'Angela Merkel, il faut juste le dire. C'était juste une faute et c'est très, très dommage qu'il l'ait faite. On a déjà les prix les plus élevés pour l'énergie dans tout l'Europe et ça va encore augmenter. Ça sera un grand problème pour notre économie, pour nos gens, pour notre avenir. Donc, il faut vraiment retourner à une politique normale et bien réfléchie, et ça n'a pas été le cas. Et aussi avec Nord Stream 2, les tuyaux du Russe, effectivement, on dépend encore un peu de temps du gaz, donc ça fait du sens d'avoir ces tuyaux, et nous, on est actuellement pour. Madame Bentele, Monsieur Lachette, lors du débat dimanche soir, a souligné que l'Allemagne avait fait, c'est peut-être pas ses mots exacts, une erreur en choisissant de sortir d'abord du nucléaire, puis du charbon, et que l'inverse aurait été la stratégie la plus logique, la plus raisonnable. Et on voit que souvent, ces débats entre Français et Allemands électrisent, pour faire un mauvais jeu de mots, les Français critiquant régulièrement les émissions de CO2 en Allemagne en raison du charbon. Est-ce que là, c'est un déficit de l'héritage d'Angela Merkel? Oui, mais ce n'était pas la CDU qui a décidé, c'était une coalition entre les social-démocrates et les Verts qui ont décidé de sortir du nucléaire. On a accéléré, après Fukushima, on a accéléré de sortir du nucléaire. Mais en général, en principe, Armin Laschet a raison. Et il a dit aux Verts, vous n'avez non plus fait le bon choix, si on est sérieux sur le climat, c'est ce qu'on dit aussi sur le niveau global, il faut absolument sortir du charbon. Et c'est la priorité, c'est vrai. Et on voit même que la Grande-Bretagne, ils vont recommencer avec le nucléaire, si j'ai bien lu, dans notre plan climatique, c'est le nucléaire qui joue de nouveau un rôle. Il y a des petits nucléaires qui aussi sont durables, sustainable. Durable, oui. Durable. Alors, il y a beaucoup de la recherche dans ce domaine-là. Et moi aussi, il faut le dire, je trouve que c'est un peu, c'était pas une très bonne idée de l'abandonner. Et je trouve ça, c'est la bonne chose en Europe. Chaque pays membre peut choisir son mix d'électricité, et la France a choisi de rester avec le nucléaire. Mais maintenant, on considère aussi
les coûts totaux de l'énergie, et il faut dire que le nucléaire n'est pas très bon marché. Si on regarde le coût entier, ce sont vraiment les renouvelables. C'est pourquoi la CDU est beaucoup en faveur des renouvelables et aussi de l'hydrogène, ça se dit, pas ça, l'hydrogène. L'hydrogène, nous supportons beaucoup ça, aussi de l'importer l'hydrogène. On a parlé aujourd'hui au Parlement et aussi Ursula von der Leyen l'a mentionné, ça joue un rôle sur l'échelle européenne et il faut regarder dans cette direction-là, je trouve. Pascal, est-ce qu'on peut prendre une dernière réponse de M. Freund et passer à une dernière question ensuite? Oui, il est 22h, donc je crois qu'on va conclure pour libérer nos participants. Est-ce qu'il y a une question peut-être ou une question qui soit sur un sujet un petit peu différent qu'on n'a pas évoqué? Non, je ne sais pas. En fait, alors, si tu veux conclure… Sinon, j'aurais une ultime question avec une réponse en 10 secondes de chaque personne. Je vais te laisser choisir. Voilà. En fait, on a une question de Laurent Borner qui pose la question en fait, de l'amitié franco-allemande et l'enseignement du français en Allemagne et de l'allemand en France. Évidemment, on est tous… les Français, en tout cas, on est époustouflés, ébahis et émerveillés du niveau de français de responsables politiques allemands. Et donc, merci beaucoup pour l'effort que vous avez fait ce soir. Mais qu'est-ce qui se passe pour les nouvelles générations et pour l'apprentissage du français en Allemagne et de l'allemand en français? Est-ce que vous avez une opinion sur le sujet? Bon, c'est un vaste sujet. Je ne sais pas si quelqu'un… Juste une question, mais sinon on peut… Oui, je crois qu'on a un intérêt commun. Répondre, oui. Oui, je crois qu'on a un intérêt commun d'apprendre encore plus de langues que seulement l'anglais. Parce que nous, ici, même au Parlement européen, je crois qu'on vit un peu dans une situation extraordinaire. Hein. Les Anglais ne sont plus là, mais nous, pour la plupart, tout le monde se parle en anglais. Moi, je me lutte pour le français. Je voyais, vous avez mentionné, Monsieur Thibault, j'ai commencé français première langue dans une école bilingue. Et comme ça, je crois, si tous les deux, la France pour l'allemand, nous pour le français, on se lutte, on a aussi un moyen de s'être plus proche, d'avoir des relations où on se connaît parce qu'on s'entend, parce qu'on peut parler de la même langue. Je crois que ça, c'est extrêmement important aussi pour les jeunes, ne pas travailler seulement avec une langue de transfert comme l'anglais. Comme ça, j'espère vraiment que nous, on échange les jeunes, on échange les professionnels, on échange les scientifiques pour qu'on se connaisse, que ce moteur, cet axe franco-allemand, elle va redémarrer l'Europe dans un temps futur meilleur. Merci pour ce plaidoyer, oui. Je pense surtout cette idée de l'échange, absolument. Je suis avec Nicolas Baer. Moi, j'ai pu rencontrer ma femme en échange Erasmus à Paris. Donc, ça devrait vraiment être une chance pour chaque Européen, chaque Européenne de pouvoir passer un certain temps dans un autre pays et pourquoi pas à Paris ou en France. Donc, on devrait vraiment donner cette opportunité à tous. Ce n'est pas l'auberge espagnole, mais l'auberge française que vous avez pratiquée. J'avais une petite dernière question avec 10 secondes de réponse par personne. Oui, voilà, je voulais d'abord vous remercier toutes et tous. Comme ça a déjà été souligné et comme beaucoup me l'ont dit lorsque j'ai organisé ce débat, beaucoup étaient époustouflés du fait qu'on arrive à réunir 6 participants de 6 partis différents, allemands et capables de s'exprimer en français. Je ne suis pas sûr que l'inverse serait très facile à organiser. Donc encore merci. Une dernière question à laquelle vous répondez en 2 mots. Votre pronostic pour votre parti et pour l'élection pour le 26 septembre? Victoire. Victoire. Bon. Nils Schmid? Oui, je pense que le SPD gagnera et Olaf Scholz sera le prochain chancelier de la République fédérale d'Allemagne. À la tête de quelle coalition? Rouge-verte, sociaux-démocrates et verts. Ah bon, vous pensez que ça suffira. Daniel Freund, vous pensez que ça suffira et quel est votre pronostic pour le 26 septembre? Votre micro. Je pense que ça suffira avec les social-démocrates, mais dans l'autre sens, avec les verts en premier. Nicolas Baer, vous riez?
Oui, nous, on se bat pour être assez fort qu'il n'y a aucune possibilité de gouverner sans les libéraux. Comme ça, quand l'Allemagne est gouvernée par le centre et pas par les extrêmes. Monsieur Kleinwächter, vous nous entendez? Norbert Kleinwächter, votre micro peut-être? Bon. Il est encore là, moi je ne le vois pas sur mon écran. On va vous bien contrôler tout ça. Allez-y. Donc votre pronostic pour le 26 septembre je crois qu'on aura un fort résultat et ça va mener à bien contrôler le gouvernement. Merci beaucoup. Merci encore une fois à nos 6 participants. Merci d'avoir participé à ce débat, je crois, assez unique en son genre. Merci à André, merci à Neoma Alumni, merci à RFI pour son soutien dans l'organisation et la promotion de cet événement. Merci bien sûr à toutes celles et tous ceux qui étaient en ligne avec nous. Peut-être qu'on peut sauvegarder les questions qui sont dans le chat et les transmettre à nos invités a posteriori, s'ils souhaitent, s'ils ont encore de longues soirées inoccupées avant les élections. Ils pourront y répondre. Et on va suivre évidemment toutes et tous ces élections marquées par un suspense inédit. Et donc on verra lequel de vos pronostics, mesdames et messieurs, se réalisera le 26 septembre à 18h. Merci beaucoup. On retrouvera ensuite l'enregistrement de notre discussion sur YouTube. N'est-ce pas, André? C'est bien ça, c'est-à-dire qu'on a enregistré ce débat et donc on le publiera d'ici demain sur YouTube. Voilà. Merci encore à toutes et à tous. Bonne soirée et bonne nuit et bonne campagne. Merci à vous. Merci. Au revoir. Bonne soirée. Merci. Au revoir. Au revoir.